Effectivement, il y a un certain nombre d'observations communes parce que les menaces environnementales ont une dimension transfrontalière. L'Union est aussi un niveau pertinent d'action et d'ailleurs, depuis 1985, la communauté a acquis la compétence d'agir en la matière. Donc, depuis lors, le droit de l'Union européenne de l'environnement s'est construit et c'est un droit dense qui couvre la grande majorité des questions environnementales. Le Green Deal, le récent pacte vert présenté par la Commission européenne le 11 décembre 2019, sur lequel est revenue la présidente de la Commission tout récemment dans son discours sur l'état de l'Union, témoigne de ce que l'Union va conserver un rôle essentiel en matière de protection de l'environnement. Mais il y a des éléments spécifiques. Ce droit prend très souvent la forme d'actes qui sont contraignants, des règlements, des directives, et qui sont invocables directement par les particuliers. C'est donc un droit du quotidien. Par ailleurs, à la différence du niveau international et de ce qui a été dit précédemment, la Cour de justice de l'Union européenne est une juridiction qui a une compétence obligatoire et exclusive, et donc devant laquelle peuvent être portés nombre de recours pour contrôler les comportements des institutions, tout autant que les comportements des États membres. Le principe de protection juridictionnelle effective est d'ailleurs consacré par le traité. Non, la réponse ne peut pas être si monolithique. Plusieurs raisons à cela. D'abord, il n'est pas facile du tout de contester l'action de l'Union et son respect de son obligation d'assurer la protection de l'environnement à un niveau élevé. Le recours en annulation, par exemple, à l'encontre de ces actes est en théorie possible, sous condition pour les personnes physiques et morales, mais en pratique quasiment impossible, car il faut démontrer que l'acte nous concerne de manière distinctive, ce qui en matière d'environnement n'est jamais le cas. L'engagement de la responsabilité de l'Union n'est pas plus simple, car il faut prouver une violation suffisamment caractérisée d'une obligation du traité, alors même qu'en matière environnementale, les obligations sont pour le moins génériques. On peut noter toutefois que sous l'influence de la Convention d'Aarhus, une procédure administrative de réexamen interne des actes qui sont relatifs à l'environnement et qui seraient pris par une ou plusieurs institutions existe depuis 2006 et cette procédure devrait être probablement étendue bientôt, ce qui pourrait vitaliser la contestation des actes de l'Union. Par ailleurs, si on descend d'un niveau, s'agissant des États et de leur respect du droit de l'Union, des failles sont également non négligeables. Le recours en manquement, qui permet de contrôler puissamment le comportement des États membres, n'est pas une voie de droit qui est ouverte aux particuliers ou aux ONG, mais uniquement à la Commission et aux autres États. Par ailleurs, l'application décentralisée du droit de l'Union par les juges nationaux et le respect de l'autonomie institutionnelle et procédurale n'ont pas permis au droit de l'Union de fixer des obligations très avancées aux États. Un équilibre est toujours maintenu entre l'effectivité du droit de l'Union et le respect de cette autonomie étatique. Alors, c'est une question qui permet finalement d'illustrer ce que je viens de dire, l'exemple de la criminalité environnementale. On peut en effet constater assez clairement que le respect de l'autonomie institutionnelle et procédurale des États a borné l'intervention du droit de l'Union. Par exemple, on peut relever l'existence d'une directive relative à la protection du droit de l'environnement par le droit pénal, qui existe depuis 2008, ce qui, eu égard à la matière pénale, est tout à fait important, mais son champ d'application est limité à déterminer les infractions et non à lister les sanctions que les États devraient prévoir. Et même ainsi bornée, sa transposition, sa mise en œuvre, qui ont été récemment évaluées, ont fait apparaître nombre de défauts. Autre exemple, pour l'heure, le parquet européen dont vous parliez, qui vient d'être mis en place, n'a pas dans son champ de compétences les atteintes à l'environnement. Pour l'heure, il n'est prévu qu'une coopération à l'échelon de l'Union via Eurojust. Eurojust qui a par exemple ouvert sur la criminalité environnementale en 2019 une douzaine de dossiers, ce qui a permis des réunions de coordination et des opérations simultanées. Mais
aucune compétence du procureur européen en la matière. Eu égard au pouvoir du parquet européen, des pouvoirs d'enquête, de poursuite, bien évidemment que cela pourrait être intéressant en matière de protection de l'environnement. Dire aussi que rien ne l'empêche dans les traités, puisque l'article 86 du traité prévoit la possibilité d'étendre les attributions du parquet européen au-delà des intérêts financiers à d'autres formes finalement de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, ce qui peut être clairement le cas de la criminalité environnementale. Cependant, la discussion au plan politique ne manquera pas d'être délicate, et ce d'autant plus que c'est l'unanimité qui est la règle d'après le traité. Mais on l'a vu pour la création du parquet européen, la méthode de la coopération renforcée, c'est-à-dire à faire un plus petit nombre, a fonctionné. On pourrait dès lors rééditer cette expérience.